Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau débat, un nouvel échange autour de notre campagne Résistons pour nos libertés, ensemble contre la haine et l'exclusion proposée par la régionale Picardie laïque. Alors, je ne vais pas revenir sur les conséquences finalement de l'obligation d'organiser cela en visioconférence, mais enfin, la nécessité avec ce qui se passe depuis maintenant le mois de mars et malheureusement ce qui est en train aussi de redevenir un nouveau confinement. En tout cas, on est en plein dedans, là, une nouvelle recrudescence du virus nous oblige effectivement à adapter nos activités d'éducation permanente et aussi nos débats. Mais voilà, c'est aussi en filigrane ce qui nous oblige à questionner le réel, à questionner le présent, avec quand même en perspective ce qui va se passer dans le futur. Et donc, la question évidemment des libertés socio-économiques sont au cœur même de ce qui est en train de se passer comme momentum avec cette crise du Covid. On connaissait déjà, et nos deux invités du jour auront l'occasion de l'exprimer également, peut-être déjà des difficultés sur le plan budgétaire qui existaient avant la période que nous connaissons, mais qui est en train évidemment d'être impacté de façon considérable avec cette crise sanitaire, que ce soit évidemment à l'égard des publics les plus vulnérables. Hein. On pense évidemment aux travailleurs sans emploi, on pense aux allocataires sociaux, aux personnes invalides, aux ménages, aux ménages monoparentales, mais aussi à des gens qui ont des contrats à temps partiel. On voit évidemment l'impact aussi sur le RECA, sur les indépendants, de plus en plus de chômage temporaire, mais est-ce que finalement ça ne va pas conduire finalement à certaines situations beaucoup plus critiques en termes de faillite ou en termes de situations inextricables pour beaucoup de travailleurs, de travailleuses. Voilà, on est dans une temporalité un peu particulière et effectivement ça joue aussi sur le pouvoir d'achat. Donc la liberté économique, c'est aussi le pouvoir d'achat des gens, la possibilité de consommer. S'il y a moins de consommation, évidemment l'économie est au ralenti et donc le bureau du plan montre qu'évidemment il y a un ralentissement considérable et il estime aussi que la situation pourrait nous amener à plusieurs dizaines de milliers d'emplois perdus et donc du chômage endémique encore plus conséquent. Voilà, je ne vais pas être trop long dans mon intervention du début parce que le but évidemment c'est de donner la parole à nos deux invités du jour, deux économistes que je remercie de leur présence et de donner du temps pour un peu y voir plus clair, pour leur donner des éclaircissements sur ce qu'il se passe. Alors, je remercie déjà Xavier Dupré, qui est économiste à la Fondation Joseph-Jacques Motte, mais qui donne aussi en tant que formateur des cours et des formations dans le monde syndical et associatif. Et alors Guillaume Vermeulen, qui est chargé de cours en macroéconomie et économie internationale à l'Université de Mons. Peut-être démarrer dans la question qui nous occupe aujourd'hui, avec évidemment comme point central, comme point névralgique, ce qui se passe avec la crise, c'est évidemment les soins de santé, c'est l'hôpital, c'est la sécurité sociale qui est au cœur évidemment de la préoccupation aujourd'hui des pouvoirs publics. Alors, comment, en tant qu'économiste, appréhendez-vous aujourd'hui la crise sanitaire et évidemment l'impact que ça va avoir sur l'économie du pays et sur l'endettement public nécessaire pour stabiliser la sécurité sociale? Guillaume? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Justement, quand on parlait de crise sanitaire, je lisais à ce propos tout un tas d'articles soumis par la BNB. Et en fait, on va remarquer qu'en fait, l'activité économique, donc l'activité économique au sens large, le PIB, qui concerne consommation, investissement, dépenses gouvernementales et aussi la part d'exportation nette, donc les liens avec l'étranger, cette activité économique, on estime qu'elle devrait se replier de l'ordre de 8 à 10%, ce qui veut dire qu'on va faire face à une chute sans précédent. Alors ensuite, on devrait s'attendre à un redressement plus ou moins graduel et partiel, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une perte de près de 50 milliards d'euros pour cette année, rien que pour cette année. Et ensuite, reprise, évidemment, on s'attend à une reprise et on espère une augmentation graduelle et donc une augmentation du PIB en 2021 de près de 2% et de 6% si on cumule 21 et 22.
Alors, comme tu l'as dit, Stéphane, hein, la force du redressement va dépendre de tout un tas de choses. Et notamment, on va peut-être être soumis à de nouvelles baisses, notamment si on doit faire face à de nouvelles mesures de confinement. Et donc, si on devait faire face à ce type de scénario catastrophe, ce vers quoi on se dirige, je pense, eh bien, le repli économique devrait même dépasser les 10% pour atteindre près de 13%. Alors, si on entre dans le vif du sujet et dans ce qui nous intéresse, en fait, si on parle de la consommation, la consommation des ménages, forcément, elle a été fortement impactée par toutes ces mesures que l'on connaît depuis début mars. Forcément, fermeture de magasins physiques non alimentaires, fermeture des établissements de l'ORECA, on est en plein dans cette polémique. Et donc, la limitation des possibilités de consommation va créer un accroissement temporaire de l'épargne. C'est peut-être le seul côté bénéfique de toutes ces mesures. Et on va tabler, hein, comme je le disais, restons positifs, sur un redressement graduel de la consommation des ménages. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tout un tas d'achats qui avaient dû être reportés, qui vont être effectués petit à petit. On parle d'achats de biens plutôt durables. Alors, il faut savoir, et je pense qu'il faut le mettre tout cela en perspective, c'est que cette demande qui a été refoulée et reportée va faire en fait que la consommation va être relativement soutenue par rapport à l'année 2019, pardon. Et donc, on va avoir certes des pertes en termes de pouvoir d'achat si l'on compare ce que l'on aurait pu espérer avoir en 2020, mais si l'on compare simplement par rapport à 2019, on remarque qu'en fait, on aurait un pouvoir d'achat par habitant qui reste relativement stable. Donc, c'est là où j'aimerais mettre une petite nuance, grâce notamment à tous ces stabilisateurs, hein, les stabilisateurs automatiques, le régime de chômage temporaire, qui a d'ailleurs été élargi. Et du coup, au cours des 2 prochaines années, on va avoir un pouvoir d'achat par habitant qui devrait repartir à la hausse avec un peu plus d'1% par an en moyenne, ce qui est plutôt positif. Alors, là où je mets mon gros bémol, hein, sur cette formation du PIB, c'est sur les investissements des entreprises, parce que cette année, la perte des revenus va être la plus importante pour ces entreprises. C'est ce qui les incite, vu le niveau d'incertitude, lié par la contraction de la demande, à reporter leurs projets d'investissement, voire à les abandonner complètement. Parce que ne sachant pas ce que va être la demande dans le futur, les entreprises préfèrent abandonner tout un tas d'investissements. Et donc, la reprise va être d'autant plus compliquée pour ces entreprises, pour les investissements des entreprises, que pour la consommation des ménages en tant que telle. Alors, quand on parle d'endettement public, donc l'endettement de l'État belge, il devrait, lui, par contre, atteindre près de 120%, donc 116% du PIB plus précisément. Et donc, c'est ce que j'explique toujours à mes étudiants. Quand on parle de taux d'endettement de l'État belge, en fait, on peut estimer cela comme, imaginons que toute la richesse produite en un an en Belgique serait uniquement consacrée au remboursement de la dette publique. Eh bien, un endettement de 120%, ça veut dire que toute cette richesse ne suffirait même pas. Et donc là, c'est encore plus frappant. Donc, l'endettement public fait que la richesse produite par la Belgique n'est pas suffisante pour rembourser cet endettement. Et donc, la Belgique, elle s'éloigne encore un peu plus des fameux critères de Maastricht, donc qui ont été adoptés dans les années 90 et qui fixent à peu près un objectif de 60% du PIB pour la dette publique belge. Il faut savoir que juste avant la crise, on était parvenu à descendre sous les 100%. Et donc, ce qu'on va remarquer, c'est que la dette publique, elle va s'envoler cette année. Donc, on n'a pas le choix, la dette publique va s'envoler. Le seul point positif, et j'aimerais terminer par là, c'est que le taux d'endettement qui est extrêmement bas pour l'instant, donc on parle d'emprunt d'État même négatif, qui était à 0,34% la semaine dernière, mais ces taux d'endettement extrêmement bas vont permettre à l'État de limiter la casse, on va dire. Et donc, en réalité, la dette, elle ne coûte presque rien. Le coût de la dette est nul. Et donc, les taux bas sont donc un point positif pour les pouvoirs publics. Et non seulement on va pouvoir refinancer tout un tas de crédits, mais on va pouvoir financer des nouveaux crédits à un taux relativement bas. Et donc, l'État va rembourser ces crédits avec des emprunts qui sont maintenant moins chers. Simplement, attention au revers de la médaille. La Belgique, elle profite de ces taux d'intérêt bas pour refinancer sa dette qui est plus élevée. Et donc, point positif, le revers de la médaille, c'est qu'on ne pourra pas faire cela indéfiniment. Et donc, à un moment donné, il ne sera plus possible de remplacer des emprunts anciens et arrivés à échéance par des emprunts moins chers. Et donc là, on va avoir un coût de la dette qui augmente. Donc, il faudra faire très attention à ce niveau-là.
Surtout que, comment Xavier, par rapport à ce que Guillaume évoque ici à l'instant, on sait que l'Europe austéritaire va toujours avoir un regard assez précis sur ce que les pays sont en train de faire en ayant toléré finalement d'avoir emprunté, comme tu le dis, à quasi taux zéro. Oui, alors, bon, l'Europe austéritaire, on va quitter ce type de slogan pour se dire clairement que pour le moment, les critères de convergence, ils sont mis entre parenthèses. Sur le niveau des taux d'intérêt, je pense que là, il y a toute une discussion à avoir. Quand on voit les critères aujourd'hui de gestion des fonds de pension, qui ont, donc avec aussi une forte composante action, donc bourse dans leur portefeuille, ne voient pas de taux de retour supérieur à 5%, des returns de 5% au cours des 5 prochaines années. Donc, en termes de taux d'intérêt qui sont forcément plus bas pour les obligations publiques, on a de la marge. Par ailleurs, des taux de retour comme ceux-là, et ça corrobore en partie ce que disait Guillaume, c'est que des taux de retour comme cela, ça montre clairement que les taux de croissance seront quand même relativement faibles. Alors sans doute qu'ils permettront sur 2 ou 3 ans de compenser le choc de 2013. Je rappelle tout de même qu'en Europe, en 2019, on revenait au PIB de 2008. Donc il se pourrait qu'on passe beaucoup plus de temps à essayer de revenir à la situation du 1er janvier 2020 qu'on ne le pense aujourd'hui. Et je le lisais dans les productions de la Banque nationale, qui indiquait clairement que le choc récessif, c'était au mois de juillet, hein, donc c'était avant ce reconfinement ici, était inférieur à ce qu'ils avaient anticipé originellement, mais que par ailleurs, le rebond de 2021 était plus faible que ce qu'ils avaient anticipé aussi. Parce qu'entre-temps, et c'est la problématique des investissements, il y a des structures productives qui n'investissent plus, mais elles font faillite déjà. Elles sont déjà retirées. Elles sont retirées du marché. Donc forcément, en termes de formation brute de capital fixe, ça s'indique, c'est net. Ça se traduit. Donc l'Europe austéritaire, à mon avis, c'est peut-être un slogan qu'on pourra ressortir dans 4 ou 5 ans. Ce qui veut dire que d'ici là, le retour aux équilibres classiques se produira tôt ou tard, mais il ne se produira sans doute pas en 2021 ou en 2022. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire aussi que la trappe à liquidité, donc cette espèce de thésaurisation permanente des ménages, pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Et en tout cas, on n'aurait pas le retour de consommation à l'identique en 2021 à ce qu'il était en 2019. Ça signifie aussi qu'il y a de l'épargne à mobiliser pour les pouvoirs publics, pour financer des projets et participer d'une activité de relance de l'économie. Donc, l'Europe austéritaire, elle regarde, mais pour l'instant, elle se pose d'autres questions. On est vraiment, quelque part, déjà sorti. Quand je vois l'évolution de la Banque mondiale par rapport à la question des dettes publiques, je me dis qu'on est peut-être en train de, tout doucement, contraint par un virus. Hein. Ce sont des facteurs en partie exogènes qui nous guident pour le moment. On est en train de quitter peut-être l'équilibre monétariste qui était apparu à la fin des années 70, où la priorité du travail d'une banque centrale, c'était la lutte contre l'inflation. Et là, on est peut-être en train de changer d'époque, et insensiblement, hein, d'ailleurs. Je veux dire, on est passé du contrat des 30 de la régulation propre des 30 glorieuses à quelque chose de beaucoup plus monétariste à la fin des années 70, après une période de tâtonnement, où on n'arrivait à la fois pas à relancer l'économie, mais on arrivait à relancer l'inflation. Et c'est ce constat-là et c'est cette impuissance-là qui ont amené à une redéfinition du contrat de régulation, du mode de régulation de nos économies. On est sans doute en train de traverser une période de ce type. Alors évidemment, côté économiste, il faut rester très très humble par rapport à la conjoncture. Elle est en partie, je le disais, déterminée par un facteur ô combien exogène et ô combien imprévisible, la mutation d'un virus. Je me rappelle d'un virologue dans un débat à la télévision qui me disait « Nous avons la vision du monde des hommes de la Renaissance, nous les virologues. C'est adapté à notre objet d'étude, c'est le chaos des virus. C'est un univers qui mute de manière assez peu prévisible. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes en train, à mon avis, de changer d'époque en termes de déficit public, en termes de taux d'endettement,
de taux d'intérêt de long terme et de taux de croissance, vraisemblablement. Donc là, l'Europe austéritaire, c'est peut-être un slogan qu'il faudra, enfin, il faudra remiser certains calicots. Là, ça me semble très évident. Et de surcroît, je ne suis pas sûr, moi, et personne ne peut l'affirmer avec certitude, je dirais même plus avec probabilité, dans le champ des économistes, une partie des prévisions qui sont dressées à l'heure actuelle sont dépendantes des mutations d'un virus. Donc, soyons très, très humbles là-dessus. Donc, pas mal d'incertitudes, ça bouleverse un peu les paradigmes et peut-être à partir de votre vision méta qu'on vient d'aborder, replongeons-nous peut-être un peu aussi pour les spectateurs qui nous suivent aujourd'hui sur la réalité, comment ça se transforme, comment ça se décrit sur le quotidien des gens. Et donc là, clairement, on pourrait estimer, Guillaume, que il n'y aura peut-être pas une raréfaction de l'emploi, mais en tout cas une difficulté de relancer la machine économique au sens de l'employabilité assez massive. Et donc, ça va peut-être obliger aussi certaines personnes à être hyper flexibles et à accepter aussi peut-être des conditions assez précaires au niveau de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses ? Clairement, donc c'est un peu, je vais rebondir sur ce que Xavier disait. On va être amené de plus en plus à évoluer dans ce qu'on appelle évoluer dans l'incertain. Et donc là, on est clairement en période d'urgence sanitaire. Et la règle en période d'urgence sanitaire, c'est que la liberté n'est plus la règle et l'interdiction n'est plus l'exception. Et on inverse tous ces paradigmes. Et donc, la liberté d'entreprendre, elle est totalement suspendue pour l'instant. On le remarque au niveau des jeunes entrepreneurs. On n'ose plus se lancer, on a du mal à se lancer. Et donc, les mesures prises pour prévenir la menace sanitaire, autant que celles qui visent à instaurer ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire, elles vont forcément limiter l'exercice des activités économiques. Et donc, forcément, si on ne peut plus exercer d'activité économique, on peut s'interroger sur toutes nos libertés, notamment les libertés socio-économiques. Alors, quand on dit effondrement d'activité économique, on sous-entend forcément chute de l'emploi. Donc, on s'attend à des chutes de l'emploi et il est clair qu'une partie de la population qui est déjà dans un emploi précaire, qui est dit fragile, et cette partie de la population qui est inquiète, elle l'est encore plus aujourd'hui. C'est encore plus la panique au sein de cette population aujourd'hui. Et donc, le chômage va d'abord frapper les travailleurs peu qualifiés et les salariés à contrat court, donc tout ce qui est intérim et contrat temporaire. Alors, l'intérim s'arrête pour l'instant. On n'a plus de demande d'intérimaires au sein des entreprises. Et donc, les petits indépendants vont payer très cher le prix de la crise. Et donc, tout un tas d'emplois ont déjà été et vont encore être supprimés malheureusement et il faudra des mois pour se relever de ce qu'on appelle ce trou noir économique. Alors, je le disais encore tout à l'heure, il faut par contre ne pas tomber dans ce qu'on appelle le misérabilisme et pour tout un tas de raisons. Donc, d'abord, il faut observer que les inégalités dont on parle maintenant, les inégalités, il ne faut pas les observer en voyant le monde au travers uniquement de ce prisme et de ce duopole. Je veux dire par là que ne vont pas être touchées que les populations les moins dotées en ressources et ne vont pas être protégées que les populations avec un certain confort supérieur. J'entends par là qu'on a toute une partie de la classe moyenne, notamment les infirmières et les catégories supérieures, j'entends par là les médecins, qui vont être confrontés à tout un tas de risques et à une certaine précarité, à ce qu'on appelle la précarité de l'emploi. Et donc, par exemple, parmi les salariés exposés, il y en a beaucoup qui bénéficient d'un emploi stable et donc ils ne sont pas qualifiés d'instables dans leur emploi, notamment dans le secteur public. Ils font partie de ceux qui sont le plus exposés à ce virus. On a aussi un autre exemple tout très concret, une partie des jeunes qui sont confinés dans des petits logements dans les grandes villes. Ce ne sont pas forcément les jeunes qui font partie de la catégorie les plus pauvres. N'oubliez pas aussi que la première des inégalités face à ce virus, face à cette incertitude du virus, c'est l'inégalité de l'âge et pas forcément celle du niveau de vie. Et je pense qu'il faut recadrer certaines choses à un certain moment. Et donc, les personnes âgées subissent déjà les plus graves effets de ce virus. Et enfin, il ne faut pas oublier ce caractère exceptionnel d'une crise. Donc, une crise, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et comme toute crise, c'est un événement qui est transitoire. Alors, il est plus ou moins long, forcément, mais c'est un événement qui reste transitoire. Alors, on attend tous le retour à la normale.
qu'on espère s'amorcer en début 21 et qui devrait donc rétablir plus ou moins en grande partie tout ce qui est emploi et pouvoir d'achat. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va récupérer ce qu'on aurait eu si on n'avait pas de crise, mais on va récupérer des pentes positives, comme on appelle ça en économie. Et donc, cette crise, elle a amené les entreprises à revoir toute l'organisation. Et quand tu parlais, hein, Stéphane, d'hyper-flexibilisation, on entend notamment le télétravail. Hein, le télétravail sort de toutes les bouches. Le télétravail est devenu une alternative, puis est devenu par la force des choses une norme pour tout un tas de travailleurs. Et c'était assez marrant. J'ai lu une étude d'un collègue qui montrait que les applications de visioconférence, elles ont été téléchargées 60 millions de fois dans le monde juste après l'annonce des premiers confinements. Et donc, ça représente un bond de 300% par rapport au trimestre juste précédent le confinement, ce qui est juste impressionnant et c'est de l'inouï. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le télétravail va envahir la vie des salariés. Alors, forcément, c'est très difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle quand votre salle à manger devient en fait votre bureau et que vous enchaînez les réunions dans la cuisine pendant que vous préparez à manger. Et donc, il faut rester prudent sur les dérives de ces solutions et ne pas faire ressortir les effets néfastes. Alors, il y a des mesures qui sont prises. Donc, pour favoriser cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, on parle de plus en plus du fameux droit à la déconnexion, qui est déjà établi en France, peut-être un peu moins chez nous. Mais grosso modo, le droit à la déconnexion, c'est le fait qu'un employé n'est plus forcé de répondre à ses mails et ses SMS pendant son temps de repos. Alors, ce droit, il concerne tous les salariés, hein, mais il concerne d'autant plus les salariés dans cette période de télétravail plutôt forcée, vue par ce virus. Alors, point positif tout de même, c'est que je pense que ce confinement, il a poussé les entreprises à réorganiser leur manière de travailler. Et donc, à pousser au télétravail partout là où c'était possible et à faire évoluer cette réflexion aussi. Et donc, des entreprises ont développé davantage de télétravail, mais d'autres l'ont simplement mis en œuvre. Là où c'était impossible, ça l'est devenu. Et donc, des travailleurs ont découvert une autre façon de travailler. Alors, il y a des enquêtes aussi qui ont été menées, hein, et notamment, si on se focalise sur les employés, sur les cadres, on remarque qu'en fait, près de 80 voire 90% des travailleurs, des cadres et des cadres supérieurs, mais qui ne télétravaillaient pas, seraient maintenant prêts à le faire de 1 à 3 jours par semaine, simplement parce qu'ils y ont trouvé leur compte. Et on peut se rendre compte que télétravail et productivité peuvent aller de pair aussi. Et un travailleur en télétravail peut être jusqu'à 30% plus productif et tout en restant satisfait. Alors, mais forcément, on parle de meilleure concentration, de travail plus en profondeur. Et à cela, on ajoute aussi que le télétravail permet des économies de temps. On ne perd pas de temps sur la route et dans les embouteillages et des gains en matière de pollution qui ne sont pas négligeables non plus à l'échelle mondiale. Et donc, moi, si je devais donner mon avis, hein, je suis convaincu que le télétravail, c'est une bonne chose à condition qu'il soit bien dosé et qu'il soit bien géré par les entreprises. Xavier, sur ce que Guillaume vient d'expliquer par rapport à peut-être cette transformation qui est temporaire mais qui pourrait devenir pérenne avec évidemment la modélisation du rapport au travail et de l'adaptation qui a dû se faire avec, encore une fois, ce virus qui vient un peu bousculer les conditions et les pratiques habituelles et quotidiennes, mais qui en même temps résonnent en nous sur la question de l'écologie, de l'environnement, de la mobilité, comment le travailleur aujourd'hui se mouvoit dans la société, jusqu'où met-il ses limites aussi par rapport aux injonctions patronales par rapport à sa productivité. Sur tous ces aspects-là, qu'est-ce que tu aurais à nous dire et à analyser? Alors, juste comme ça, pour guider le propos, je partirai du particulier vers le général. Donc, tout d'abord, vraiment un niveau de confort de travail, il est très clair que le télétravail, là, on a quand même une belle vision maintenant, même si ça fait jamais que 6 mois. La productivité est en hausse et elle l'est sans doute pour des raisons qui permettent précisément d'épargner l'environnement. C'est-à-dire que ce sont ces heures d'embouteillage, comme l'indiquait Guillaume, qu'on passe plus dans sa voiture. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer. Le droit à la déconnexion, en revanche, va faire partie très clairement de ce qu'on pourrait appeler
la conflictualité sociale autour du télétravail. Il va falloir organiser le droit à la déconnexion. Sinon, l'avantage de productivité dans un premier temps pourrait être annulé par la suite. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Trop d'écran, c'est trop. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, sur la précarité, donc il n'y a pas de lien entre précarité et télétravail. J'ai presque envie de dire ceci. On voyait clairement quelles étaient les fonctions au sein des entreprises, des administrations, des collectifs de travail qui étaient impliqués par le télétravail. C'était quand même globalement plutôt des professions de service qui demandaient un certain niveau de qualification et pour lesquelles on constatait une sécurité d'emploi. Évidemment, si on va dans des postes de cadre de la fonction publique avec statut et nomination, là, c'est même plus de la stabilité de l'emploi. C'est vrai, c'est de l'emploi statutaire, c'est un statut personnel. Non, c'est vrai, c'est pas un contrat, c'est un statut personnel défini par la loi. Donc, en revanche, là où il n'y a pas eu de télétravail, on constatait quand même, c'est là qu'il y avait les fameux héros du Covid. J'ai presque envie de dire, quand on voit aujourd'hui certaines mesures de réorganisation dans la grande distribution, comment on commence déjà à vouloir, dans certaines maisons de retraite privées, il est vrai privées, épargner sur des postes d'aide-soignants parce que la mortalité du Covid est passée par là et il y a moins de résidents. Et on y réfléchit à 2 fois dans les familles avant de placer quelqu'un en maison de repos aujourd'hui, à juste titre. Donc là, on commence à voir que des gens qui n'ont pas eu de la chance d'avoir du télétravail étaient par ailleurs assez précaires et seraient peut-être concernés aujourd'hui par une certaine précarisation de leur rapport à l'emploi. Et maintenant, j'en termine par le point le plus général. Quand je regarde les secteurs qui vont souffrir, bon. Si on part de l'idée qu'un emploi précarisé dans la société par une montée du taux de chômage implique, même psychologiquement, chez les autres travailleurs, un rapport un peu précarisé à son travail, il faut quand même faire attention, le chômage augmente. Je crois qu'on est plutôt sur cette pente-là parce qu'en fait, je vois aujourd'hui que c'est plutôt des secteurs intensifs en main-d'œuvre qui sont pour l'instant à l'arrêt. Le secteur Horeca, c'est un gros employeur de main-d'œuvre peu qualifiée ou très moyennement qualifiée dans les grandes villes. Il est fermé pour l'instant. À force de fermer, de refermer l'Horeca pour des raisons absolument légitimes sur le plan sanitaire, on risque d'en arriver quand même à un certain nombre de suppressions. Je lisais des statistiques pour des grandes villes. C'est vrai que les frais fixes, le loyer compte énormément dans les charges de Paris. Il y a quand même un tiers des restaurants et bars qui ont fermé à Paris qui ne sont pas ouverts après le confinement. Donc là, on est dans quelque chose de problématique. Je vois ici à Bruxelles, si aujourd'hui à Bruxelles, un logement moyen représente une rente en termes de la valeur vénale du bien, à prix 8, j'ai acheté un appartement à Bruxelles, donc je le sais bien, je m'intéresse à ça, ça prend 8% sur une année. C'est une rente beaucoup plus intéressante que beaucoup de fonds de pension aujourd'hui. À quoi est-ce dû? C'est dû en partie au fait qu'il n'y a plus de chantier aujourd'hui sur Bruxelles. Il y a beaucoup moins de chantiers qu'il y a 2 ans. Là encore, le secteur de la construction, c'est un secteur intensif, c'est un secteur labor intensive. Donc, ce qu'on va voir progressivement, mais là encore, je le dis avec beaucoup de réserve, c'est la mutation d'un virus. Il se pourrait qu'il devienne moins agressif, beaucoup plus agressif, je n'en sais rien. Je souhaiterais plutôt qu'on s'en sorte, et puis c'est tout. Mais en tout cas, à tendance inchangée, puisqu'on a l'air d'être parti pour quand même un coup de froid sur l'économie belge ici maintenant, fin de l'année 2020, début de l'année 2021, il y a une précarisation du travail. Il y aura en tout cas, de la part des salariés qui sont stabilisés, il n'y aura pas une envie spontanée d'aller demander des augmentations salariales qui compenseraient la chute de consommation de salariés qui vont être évincés du marché du travail. Ça me semble relatif. L'armée de réserve, c'est un autre concept et une autre approche de l'économie. L'armée de réserve va jouer son rôle. Elle le joue déjà depuis le début des années 80, lorsqu'on regarde l'évolution de la part des salaires dans le PIB. Avec des dégâts hétérogènes, comme tu l'expliques. À un moment donné, c'est jamais vraiment hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a un élément, je crois, vraiment de nature psychologique. C'est-à-dire qu'on sent que l'emploi est quelque part attaqué. Il y a moins de travail disponible. Donc, on n'est pas forcément sur une ligne salariale. On n'est pas dans une période propice à des revendications d'augmentation salariale qui permettraient par ailleurs de compenser la perte de consommation
que l'on constate dans certains secteurs d'activité, où on a plutôt eu tendance à avoir une perte nette d'emploi. Ça, je crois qu'on est plutôt là-dessus. Alors maintenant, sur l'idée qu'il y ait une stabilisation pour l'année 2021, à titre prospectif, là on est vraiment dans de la généralisation, et je vous demande de prendre tout ceci avec beaucoup de pincettes et with a pinch of salt. Il faut quand même, enfin moi de ce que j'avais lu, mais c'est très extérieur à mes compétences disciplinaires, c'est que les virologues s'attendaient à une stabilisation plutôt fin du printemps, début de l'été 2021, avec l'apparition d'un vaccin, me semble-t-il. Bon, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, les tests seraient positifs du côté d'Oxford, enfin, du partenariat entre l'Université d'Oxford et AstraZeneca. Mais ce qui signifiera que de toute façon, si on administre d'abord le vaccin aux personnes les plus fragiles, aux personnes âgées, aux personnes les plus à risque de par leur métier, le personnel soignant, c'est seulement par la suite que le reste de la population au travail recevra le vaccin, ce qui nous mène quasiment jusqu'à l'année 2021, si le virus ne mute pas, si le vaccin fonctionne. Donc, les facteurs qui sont là, il y a là une série de facteurs latents qui plaident pour une, comment dire, qui vont peser structurellement en défaveur du facteur travail dans la répartition des gains de productivité et qui vont également peser en défaveur du maintien, enfin, qui vont peser contre le monde du travail et qui vont sans doute favoriser une augmentation du chômage, me semble-t-il. Alors, justement, peut-être, j'ai envie de terminer en vous posant la question et en sollicitant peut-être votre regard d'économiste en termes de conseils à notre gouvernement et à ceux qui ont le budget et les finances dans les mains aujourd'hui. Alors, c'est peut-être présomptueux, mais se dire, qu'est-ce que vous conseillez, quel conseil donner, qu'est-ce que vous préconisez justement au gouvernement actuel pour les mois et les années à venir pour éviter une paupérisation trop importante, un chômage trop massif, ou en tout cas se dire que vu le contexte socio-économique dans lequel nous sommes plongés avec en corollaire cette crise sanitaire qui a induit et qui impacte évidemment toute une série de strates organisationnelles et structurelles de la société, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? En tout cas, peut-être pas préconiser vraiment la recette miracle, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire absolument, Guillaume? C'est exactement ça. J'allais justement dire, je ne pense pas avoir la recette miracle, loin de là. Et honnêtement, cette incertitude fait qu'on va devoir y aller, je pense, à tâtons et plutôt réagir qu'agir, vu ce côté virus qui est totalement exogène, sur lequel on n'a aucun impact. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est d'essayer d'atténuer les répercussions de la crise sur des millions de personnes, sur leurs moyens de subsistance et sur l'économie réelle, sur ce qui est réellement tangible. Alors, ça veut dire aider les travailleurs et les ménages en leur fournissant directement des ressources, leur permettre et notamment de bénéficier d'assurance maladie étendue, d'assurance chômage étendue également, de renforcer tout ce qui est protection sociale. Et aussi, et je pense que là, il ne faut surtout pas les oublier, c'est apporter un soutien aux entreprises pour éviter les faillites massives et la destruction non seulement de valeur, mais aussi d'un grand nombre d'emplois. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre au point tout un tas de mesures à la fois budgétaires et monétaires. N'oublions pas les deux pans de la politique publique, mais il faut donc mettre au point toutes ces mesures pour que ce fardeau qui nous pend au nez et qui pèse sur l'économie ne retombe pas sur ces acteurs économiques. Alors, c'est de la politique keynésienne de base, hein, mais je pense que sans soutenir les fondamentaux de la demande, on ne parviendra pas à relancer ces économies une fois que l'on sortira de la crise. Alors, il y a déjà des balbutiements, hein. On voit apparaître tout un tas d'initiatives de la part de la région wallonne, par exemple, avec le fameux pass Visite Wallonia, de la part des villes aussi, comme Charleroi. Je prends l'exemple de Charleroi qui distribue la monnaie locale, hein, qui distribue certains décarolores aux citoyens, ce qui permet à la fois de soutenir les commerces locaux, mais aussi de donner ce petit coup de pouce à la consommation. Alors,
la Louvière également fait cet effort et le LUPI devrait bénéficier d'une action de soutien de la part des autorités communales. Donc, on voit que ce soutien de la demande est déjà en filigrane des premières mesures. Alors, je pense que l'objectif principal, c'est d'aider tous les individus, les ménages et les entreprises à traverser cette épreuve, même si cela reste compliqué. Et la priorité, elle doit, selon moi, être accordée aux populations, aux entreprises et particulièrement aux PME. Alors, on a les PME, c'est le vivier, c'est la grosse partie de la création de valeur chez nous. Bon, des mesures ont déjà été prises dans ce sens. Je pense qu'il faut en augmenter la portée. Et donc, à situation exceptionnelle, il nous faut des mesures exceptionnelles. On ne va pas avoir le choix. Alors, la politique économique, son rôle, c'est quoi? Ça va être de répondre aux besoins les plus immédiats, les plus inattendus des populations en matière de santé. C'est la priorité, on en parlait tout à l'heure. Tout bêtement, les besoins d'alimentation et les autres besoins qui sont dits fondamentaux. Il faut protéger toute cette cohésion sociale pour ne pas entrer dans cette psychose et cette détresse psychologique qui nous pend au nez. On a démontré que plus l'incertitude était grande, à la fois au travail que dans un environnement général, plus la détresse psychologique des travailleurs peut être pesante. Donc, il faut protéger tous ces pans de l'économie et en même temps essayer de garder à l'œil, de garder une certaine stabilité politique et économique. C'est forcément l'objectif. Alors, la crise, elle évolue rapidement au jour le jour et heure après heure. Et donc, il faut vraiment surveiller attentivement tous les effets directs, mais aussi les effets indirects de chacune des interventions. Il ne faut pas simplement voir le premier round, mais aussi les doubles rounds et les triples rounds qu'on peut avoir à chaque mesure, ce qui est d'autant plus difficile vu l'incertitude. Et donc, il faut saisir l'urgence de la situation, mais il ne faut pas en oublier de prendre des mesures. Alors, pour moi, il faut clairement agir dans le domaine de la santé. Si je devais donner mon avis personnel, je pense qu'il faut agir dans le domaine de la santé parce que avant de prendre des mesures, il faut comprendre le virus. Je pense que c'est extrêmement important et on ne l'a pas encore compris. Donc, je pense qu'il faut comprendre le virus pour ensuite pouvoir travailler sur sa transmission et enfin tenter de mettre fin à cette pandémie. Alors, faut attaquer aussi les différentes dimensions, qu'elles soient sociales ou économiques de la crise. On a souvent ce diptyque, les dimensions sociales, dimensions économiques, mais je pense qu'elles vont de pair. Et donc, il ne faut pas oublier qu'en fait, ils sont les rouages de notre économie et donc il faut accorder la priorité à tous ces secteurs qui sont lourdement touchés. On en a parlé tout à l'heure, hein, l'ORECA en première cible, les travailleurs qui sont faiblement rémunérés ou justement ces travailleurs de l'ORECA et aussi les fameuses PME, hein, les petites et moyennes entreprises, parce que j'en suis persuadé et chiffre à la pluie que le redressement économique et que la création de valeur provient de ce vivier d'entreprises et de ce vivier de travailleurs. Elle est là, la création de valeur. Et donc, si on abandonne tout cela, on perd non seulement en opportunité de création de valeur et on ne récupérera jamais les entreprises qui ferment, l'ORECA qui ferment, c'est de l'ORECA qui ne redémarrera pas. Et donc, si je devais résumer, hein, j'ai eu cette discussion-là avec mon chef de service à Lumons, le professeur Pagano, et on en est arrivé à structurer les mesures en trois principales catégories. La première, c'est le soutien global, qu'on appelle le soutien macro, via de faibles taux d'intérêt et des investissements publics qui, selon moi, sont très importants. Ensuite, si on descend un échelon supplémentaire, le soutien aux entreprises qui sont en sous-activité, donc l'ORECA en première ligne, secteur culturel, j'en passe, ces secteurs qui pour l'instant sont à l'arrêt et il faut à tout prix éviter une disparition massive de secteurs d'activité qui est créateur de valeur une fois que l'on va reprendre. Et enfin, troisième échelon, ce soutien aux personnes qui sont touchées par la baisse de leurs revenus, en ce compris les indépendants, via ces mesures d'aide et un renforcement de ces mesures d'aide. Et donc, pour en arriver là, je pense que la société tout entière doit unir ses forces. Et donc, je pense vraiment qu'on doit aller au-delà de nos guéguerres régionales nord-sud. Il faut abandonner tout ça. Chaque pays va devoir agir. Et je pense que même chaque pays va devoir collaborer dès le départ pour faire collaborer secteur public, privé et société civile. Et donc, les mesures nationales, pour moi, ne seront pas suffisantes. On va, vu la portée mondiale et globale de ce virus et la complexité de cette crise, on va devoir, je pense, mettre les mesures nationales en commun et les grandes puissances économiques vont devoir se mettre d'accord pour se coordonner et arriver ensemble vers une reprise et vers des mesures générales.
Merci Guillaume. Alors Xavier, je vais te donner la parole pour conclure un peu cet échange qui est vraiment très fécond et chargé évidemment. Moi, en vous écoutant tous les deux, je me dis que finalement l'économie est au cœur évidemment de tous les processus de développement et de possibilités et de réactivité par rapport à ce qu'il se passe dans une forme d'inconnu et dans une forme de momentum assez particulier que l'on vit. Et c'est évidemment c'est consécutif à une crise, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Peut-être, Xavier, on ne dit pas quelle solution miracle trouver, mais en tout cas, que faut-il éviter et que faut-il peut-être induire prioritairement, selon toi? Alors ici, j'irais plutôt du plus général vers le plus particulier. Pour rebondir sur cette idée de collaboration, il est très clair qu'aujourd'hui, si on veut aller vers une relance de l'économie mondiale qui ne pénalise pas, on parle beaucoup là de cet entretien de la précarité chez nous, de la pauvreté chez nous. Il faut se rendre compte de ce que signifie pour des pays qui n'exportent que des matières premières cette espèce d'immense coup de froid. C'est plus un coup de froid, c'est une glaciation de l'économie mondiale. Il n'y a plus de revenus. Dans des pays comme l'Algérie aujourd'hui, parce qu'il y a une chute des cours pétroliers qui est tout à fait impressionnante, il y a même une pénurie de liquidités parce qu'il n'y a pas de revenus. Il n'y a vraiment plus de devises qui rentrent. Et même dans certains cas, on fait fonctionner des puits qui sont absolument pas rentables aujourd'hui, donc on perd de l'argent tout simplement pour ne pas faire la grève de l'outil et avoir ces puits qui seront en ordre de marche quand les prix du baril compenseront les coûts et permettront au nouveau d'être rentables. Donc il y a une nécessité de collaboration mondiale. De ce point de vue-là, la faisabilité de cette collaboration va évidemment, la question qui est au cœur de cette collaboration mondiale, il ne faut pas non plus tomber dans un universalisme abstrait. Il y a des grands acteurs internationaux. On saura ici début novembre si on peut plus ou moins compter sur plus de collaboration entre la Chine et les États-Unis, et ça c'est tout à fait vital, ou moins de collaboration. Et là, on est plutôt dans un schéma qui, pour reprendre la genèse historique, ça aussi c'est un concept d'un autre courant économique que le keynésianisme, mais la genèse historique du keynésianisme évoquerait la suite des années 30 en fait. Où, faute de coordination autour de structuration de la fourniture de biens publics mondiaux, faute d'un pôle d'offres de biens publics internationaux, et bien tout simplement, on assiste à un approfondissement de la crise. Bon, évidemment, tout ceci est toujours lié à un virus, donc ce sont des hypothèses. Alors maintenant, on va sortir là de ces généralités pour en arriver à quelque chose d'un peu plus belge. Je pense aussi qu'il faut se rendre compte qu'une partie des constats qu'on pose aujourd'hui au sujet de la Belgique, en fait, le coronavirus n'a rien inventé. Le coronavirus, on n'a rien découvert. Il a été un catalyseur. Ça, on voit très clairement qu'en termes de recettes de sécurité sociale par rapport aux dépenses, oui, ça c'est clair, la crise est en train d'approfondir quelque chose. Oui, oui, il y a un déficit, c'est évident. Mais je signale quand même que pendant des années, et tant pis si ça paraît un peu polémique, on est passé d'un système bismarckien de la cotisation à des tentatives de tax shift où on pensait pouvoir financer de manière partiellement beveridgienne ce système, on n'y est pas arrivé. Il y a là des choses à revoir sur le fonctionnement de ce système. Alors, ce sont des guéguerres nord-sud, etc. Mais à partir du moment où on déstructure quelque chose d'aussi fondamental dans un pays moderne comme la Belgique, qu'est la protection sociale, il ne faut pas s'attendre à ce que l'État soit lui-même, qu'il n'y ait pas quelque part une remise en cause de la légitimité de l'existence de cet État, puisqu'il ne fonctionne plus sur un pilier essentiel. Ça, vraiment, il faudrait vraiment revoir le financement de la sécurité sociale. Alors, je crois aussi qu'il faut se rendre compte qu'on pourrait tout doucement, quand même, mine de rien, arriver à, lorsque les équilibres classiques vont se réimposer aux finances publiques, il faudra quand même se poser la question de savoir qui va payer prioritairement le poids de cette crise. Alors, je sais que ça paraît un peu un slogan comme ça. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Maintenant, la priorité, c'est clairement les politiques keynésiennes avec l'outil budgétaire et le soutien aux entreprises et aux individus fragilisés. Ça, c'est la priorité du moment. Si quelqu'un dit autre chose, c'est qu'il est dangereux. C'est tout. Mais il faut se rendre compte aussi que quand les équilibres classiques reviendront, qui va payer la note? S'il s'agit de la faire payer, tout de même, les héros du Covid, ce ne sont pas des gens qui appartiennent aux strates supérieures du salariat dans notre pays.
ce seraient ces catégories sociales-là qui devaient payer la crise Covid, la facture que laissera la prise en charge par les pouvoirs publics de cette crise, là, on va avoir un problème qui sera un problème de stabilisation politique de l'État. Il deviendra illégitime. Il serait bon qu'on se souvienne quand même que les taux marginaux d'imposition étaient un peu plus importants quand même au milieu des années 90, où on traversait une période d'endettement très fort. En 1993, la dette publique belge, c'est 130% du PIB, avec un taux d'intérêt à 10 ans qui était autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Et il faudra redécouvrir de la redistribution, en tout cas les vertus de la redistribution. Et je crois que là, c'est quelque chose qu'on peut suggérer à ce gouvernement. Je pense que c'est un petit peu, bon, c'est en pure perte à mon avis, mais la question se posera. Parce que derrière cette crise, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une crise économique pure, il y a ce facteur exogène, la pandémie, etc. Mais il faut lire les sociologues, il faut relire Foucault. Une pandémie, ça travaille les corps, ça travaille les relations entre les groupes sociaux. Ça travaille donc la manière dont on va faire État ensemble. Si le lendemain de la crise Covid s'est stabilisé et c'est les héros de la crise Covid qui paient la facture, ils auront quelque part l'idée que leur corps, qui était quand même nettement plus exposé au virus que le mien, par exemple, je suis doigt privilégié, comme tout le monde ici, hein, on se réunit par Zoom, hein, on n'est pas obligé d'aller sur un lieu de travail physique, ils auront vraiment l'impression que quelque part, il y a une illégitimité de l'État. Et donc, toute la stabilisation économique qu'on aura pu poser avec ces mesures keynésiennes indispensables et nécessaires va être perdue par un mouvement de remise en cause, enfin, de réactivation de la conflictualité sociale. Alors qu'on pourrait déjà l'éviter en prévoyant au moins à moyen terme une réhabilitation de la redistributivité fiscale et du financement par la cotisation de la sécurité sociale. Parce que quand je vois le coût, parce qu'on m'a parlé d'emplois qui ont été créés grâce à ces mesures, en France, le CICE, en Belgique, le taxi, quand je vois le coût des emplois créés, c'est quand même extraordinairement peu économique. C'est très peu efficient comme mesure. Donc, à un moment donné, il faudra quand même se poser ces questions-là. Autant les mettre sur la table aujourd'hui. Ça fait un peu conflictuel comme ça, mais ça évite sans doute des conflits bien plus graves à l'avenir. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour la vigilance qui est la vôtre, votre regard, l'analyse. Oui, Xavier? Et alors, merci à Guillaume pour ces beaux exemples venus du Hainaut. Je trouve que c'est important qu'il y ait une université qui attache de l'importance à ce qui se passe dans cette province, qui passe un peu sous les radars quand on vit à Bruxelles. Hein. À Bruxelles, Charleroi n'existe pas. Liège existe, Charleroi n'existe pas. Merci beaucoup. Ouais. Et pourtant, il y a tellement de choses qui sont faites. Donc, c'est pour ça que je voulais les petites Absolument. étincelles et les mettre en avant. Donc, merci. Je suis né dans le Hainaut, j'y ai vécu très longtemps et donc j'y suis très sensible. Oui, c'est une province qui bouge beaucoup et qui a dû faire face à beaucoup de défis et qui s'en est relativement bien sortie. Hein. Et s'il y avait eu, parce que sur les guéguerres nord-sud, c'est bien d'en parler, de les dénoncer, pourquoi pas, mais le plus un franc flamand pour l'acier wallon a été terriblement payé dans notre région, dans le Hainaut. On peut enterrer les haches de guerre, mais il ne faut jamais oublier pourquoi il y a eu le conflit. C'est sûr. Merci. C'est sûr, merci à vous. Si vous avez envie de prolonger ce débat entre vous, ça sera écoute, en fait, on pourrait faire un truc. Vous avez un bar à la maison de la laïcité chez vous. Non, parce qu'après le confinement, on peut se prendre un verre, un café. Avec grand plaisir. On espère en tout cas, franchement, se retrouver assez rapidement en présentiel dans les habitudes qui sont les nôtres. Donc au mois de février, on pourra se prendre un café. Qui est d'organiser dans la maison de la laïcité et dans d'autres lieux aussi. Oui, mais ça sera avec grand plaisir. De réflexion et de culture. Et comme vous l'avez fait brillamment ce soir, nous donner vraiment des informations, des éclaircissements très précis, très détaillés sur la situation qui est la nôtre et qu'on espère pouvoir sortir assez rapidement. Et en tout cas, on tire un grand coup de chapeau solidaire, en tout cas, à toutes les personnes de première ligne, que ce soit à l'hôpital, que ce soit auprès des plus vulnérables, enfin, tous les métiers, évidemment, qui sont exposés depuis le début de cette crise sanitaire et qui, malheureusement, perdurent, mais aussi tous les autres, parce qu'on a évoqué le télétravail, on a évoqué la nouvelle modélisation du monde du travail, et il faudra effectivement, je retiens ce que vous avez dit l'un et l'autre, faire attention à ne pas
que finalement cette crise sanitaire soit l'occasion, une fois de plus, de reprécariser ou en tout cas de pénibiliser de façon nouvelle les conditions liées finalement à l'essor professionnel des uns et des autres, et qui doit d'abord être basé sur la bienveillance et sur le bien-être des travailleurs, ce qui n'est pas une gageure. Voilà. Je te laisse. Je partage ton soutien des travailleurs de première ligne. Ma femme est infirmière en gériatrie. Elle va avoir terminé dans une vingtaine de minutes. Je fonce à l'autre bout de la ville la chercher parce que quand tu sors de ce type d'endroit, parce que le virus est peut-être déjà en train de recirculer là-bas, prendre les transports en commun n'est sans doute pas indiqué. Donc, je vais devoir aller la chercher en voiture. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup. Vraiment, on se prend ce verre dès qu'on est déconfiné. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, et merci beaucoup, Xavier. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.